Bonjour à tous, je suis Julie Méchineau. Je représente aujourd'hui deux entreprises qui sont Senfine et Techligne. Senfine fait tout ce qui est innovation, accompagnement au changement, stratégie des organisations. Et Techligne travaille, elle, sur le design d'espace. Et donc voilà, je vais vous montrer les travaux qu'on a réalisés ensemble. On fait partie d'un même groupement. Donc moi, avant, j'ai été pendant 10 ans, plus dans 10-15 ans chez Techligne. Et depuis quelques années maintenant, j'ai développé l'entité Senfine. Et aujourd'hui, donc, on va vous parler de l'évolution des espaces d'apprentissage. Alors, ce que je vous propose, hop. Alors, qui sommes-nous? Donc, en fait, nous, on fait partie d'un écosystème de plusieurs entreprises. Euh, on travaille beaucoup sur, et une partie de nos métiers travaille beaucoup sur tout ce qui est architecture, tout ce qui est mobilier et technologie associée. Et notre conviction, c'est que l'espace est un levier de performance qui doit, s'il est bien pensé, il peut amplifier la réussite et l'engagement et le bien-être des utilisateurs. Et donc ici des étudiants pour le thème pour le thème du jour. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, tout ce qui tourne autour de l'éducation, c'est issu en fait de recherche, parce qu'il y a beaucoup de R&D qui est fait au sein de notre groupement, enfin de notre écosystème de partenaires. Et je vais partager avec vous toutes les recherches qui ont été faites et pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ces typologies d'espace pour l'apprentissage, et pourquoi on trouve que c'est plus performant par rapport au retour d'expérience de nos clients. Il faut savoir que cette équipe de recherche, on a toute une équipe autour de la recherche exploratoire, de la recherche appliquée et aussi tout ce qui est recherche fondamentale. Et dans le cadre du coup de ces études qui ont été réalisées, la méthode qui s'est appliquée, ça a été d'aller visiter différents établissements, de s'entretenir avec des professeurs, des personnels et des étudiants, observer tout ce qui était autour de l'ethnographie, des recherches axées sur les étudiants, évaluer la durée d'occupation des lieux, des tables rondes avec les représentants du monde académique et des questionnaires qualitatifs avant et après sur les nouveaux espaces. Donc en fait, ce que je veux expliquer par rapport à ces éléments que je vous donne, c'est qu'il y a tout un processus, des éléments de recherche qui ont été faits pendant plusieurs années, qui fait que nous, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on a ces retours d'expérience à peu près, qu'on enrichit bien sûr chaque année, mais que nous, on fait évoluer et qu'on préconise auprès de nos différents clients quand on est sollicité pour des aménagements d'espace et des espaces d'apprentissage. Et un élément phare pour nous, c'est que penser à un aménagement de travail efficient, adapté aux usages des utilisateurs, ça reste la base. Parce qu'en fait, il faut bien identifier les besoins, bien identifier les parcours, qu'est-ce qu'on attend, quels sont les besoins latents finalement, et comment est-ce qu'on va aller chercher quelque chose de nouveau, de différenciant et qui va répondre justement à ces besoins-là. Et nous, ce qu'on est toujours, c'est que l'espace, il est résilient. Donc en fait, l'espace, il va amener quelqu'un à faire quelque chose. Mais c'est important d'abord de définir qu'est-ce qu'on en a besoin pour que l'espace réponde à ce besoin-là, et pas l'inverse. Et c'est souvent l'inverse qui est fait. Donc c'est finalement, dans notre démarche, c'est de bien aller identifier finalement à l'amorce du projet les besoins et les pourquoi. Et on a vraiment souvent aussi des temps d'observation pour aller identifier tout ce qu'on appelle nous shadowing, tout ce qui peut relever des freins, des usages pas naturels, etc., etc., pour aller mettre en place après derrière les bons aménagements. Puisqu'on sait que quand on met en place un nouvel aménagement, c'est coûteux, ça prend du temps et beaucoup d'argent. Donc, il faut bien aller étudier tous ces éléments-là pour avoir un projet qui soit bien adapté et qui soit périn surtout dans le temps. Alors, ce que je voulais échanger tout d'abord avec vous, c'est
c'est ce que nous on appelle enfin, les différentes méthodes d'apprentissage qui sont issues en fait de nos recherches. Ce qu'on s'est rendu compte et les retours qu'on a eus, c'est que finalement, pour apprendre, eh bien, il fallait bien entendre, il fallait voir et il fallait surtout bouger. Et c'est comment en fait créer et mettre en lien ces trois éléments qui vont pouvoir répondre en fait aux différentes personnes qu'on peut avoir dans notre classe, qui ont des attentes et qui ont des modes d'apprentissage qui sont différents. Il y en a qui vont être plus sensibles à l'écoute, d'autres plus sensibles au visuel et d'autres plus sensibles à la mobilité. Mais c'est comment générer en fait ces différents éléments pour créer un espace d'apprentissage que nous on appelle actif, qui va répondre en fait à ces trois leviers. Donc la mobilité avec l'activité, le côté visuel et verbal et le côté auditif et oral. Et c'est comment combiner en fait ces trois éléments pour que les étudiants se sentent à l'aise dans les discussions de groupe, pour que l'enseignant puisse clairement diffuser son savoir et ses supports, et que finalement les étudiants soient actifs pendant le cours, pendant la séance d'apprentissage. Alors, donc, ce que je venais de vous dire, donc campus et espace d'apprentissage actif, donc les principes et les applications. Donc en fait, grâce à nos différentes recherches, ce qu'on retrouve, c'est que finalement, pour avoir un espace, un écosystème qui soit actif, il doit lier donc la pédagogie. Donc ça, quand on est professeur, voilà, c'est sûr, et on en est persuadé. De toute façon, c'est la base. Il faut y lier l'espace et il faut y lier la technologie. Une fois qu'on a un bon équilibre finalement entre les trois, c'est là qu'on va générer quelque chose, ce qu'on appelle l'active learning. C'est comment on va générer en fait un apprentissage qui va être finalement actif et qui va générer une bonne écoute, une bonne formation, une bonne évolution. Ce que je vous ai mis là, c'est un exemple de palette d'espace d'apprentissage, parce que finalement, ce qu'on dit, c'est que quand on rentre dans un espace d'apprentissage, enfin, quand on vient apprendre, à partir du moment où on passe la porte du bâtiment, la porte, je dirais, qu'elle soit dehors, que ce soit le parking même, ou la porte du bâtiment, on est déjà dans un écosystème, dans un environnement d'apprentissage, et c'est comment, au fait, au travers de tous les paliers qu'on va traverser, comment est-ce qu'on peut apprendre des choses différenciantes, qu'est-ce que ça peut nous apporter, qu'est-ce qu'on va venir y chercher, et comment en fait coordonner en fait ce parcours. C'est pour ça tout à l'heure je vous parlais de parcours. Le parcours a un vrai sens finalement dans ce mode d'éducation, où comment je vais apprendre les choses avec les différentes étapes, qu'est-ce que je vais générer à chaque étape, qu'est-ce que je vais aller chercher et à quoi je vais aller répondre. Donc, vous voyez là, vous avez par exemple les salles de formation en bleu, les zones de transition, les espaces de travail de groupe, l'espace bibliothèque, les espaces café et de vie, et la zone des professeurs. Donc là, c'est l'exemple sur un projet, mais après, chaque projet a des dimensions différentes, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment tout s'articule et comment on va aller chercher finalement ce cheminement et créer ce parcours. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est toute la partie étude sur les salles de classe et les salles de formation. Donc, les questions qu'on a posées pour comprendre un petit peu comment est-ce que ça fonctionnait, c'était c'est quoi pour vous une salle de classe idéale? Quelles sont les fonctionnalités que vous attendez? Que doit-on y trouver? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos salles de classe? Quelles sont les contraintes de vos salles de classe actuelles? Et les amphis, comment est-ce que vous les positionnez? Et sur ces éléments-là, il y a 4 problématiques qui sont sorties. Alors peut-être c'est le moment de pouvoir générer un petit peu d'interactivité, mais peut-être l'un d'entre vous aura peut-être un élément à donner à toutes ces questions, ou pourrait imaginer les problématiques qui sont ressorties. Bon, alors je vous les donne. Donc les 4 problématiques. Le premier, c'était le manque d'espace qui est ressorti. Le deuxième, c'était les couloirs ou les halls inutilisés. Le troisième point, c'était la reconfigurabilité. Et le dernier point, c'était l'optimisation des mètres carrés.
Donc, comment répondre en fait à ces différentes problématiques? Enfin, c'est ce que je vais vous présenter dans les diapositives suivantes. Donc là, vous avez une classe, on va dire, un petit peu plus traditionnelle, mis à part en termes de format. On est plutôt sur un apprentissage descendant avec un professeur qui est devant un affichage et qui informe les étudiants ou les stagiaires de leur, d'informations. Par contre, ce qu'on va y voir et la différence qu'on peut voir par rapport à une classe traditionnelle, et c'est vrai que nos classes traditionnelles aujourd'hui, ce qu'on a pu se rendre compte, c'est qu'elles n'avaient pas changé depuis plusieurs années, mais aujourd'hui, elles se doivent d'être réinventées parce qu'on a des nouveaux outils, on a des nouvelles générations qui arrivent sur le marché. Et donc tout ça, il faut pouvoir répondre à l'ensemble de ces besoins-là. Et dans cette salle traditionnelle, ce qui peut être intéressant à regarder finalement, c'est, vous voyez qu'il y a des roulettes en fait sur les tables et sous les chaises. Et ça, c'est un élément qui peut être important pour pouvoir en fait adapter la taille et l'aménagement de sa salle en fonction du nombre d'élèves qu'on peut avoir. Et vous avez aussi au dos, vous voyez des petits tableaux blancs, des mini tableaux blancs qui permettent de donner par exemple un tableau blanc à chaque table et chaque élève. Et chacun peut noter des éléments et partager et faire des travaux de groupe si on change un petit peu la disponibilité de la salle pendant le cours. Passer à un deuxième type d'aménagement. On est un petit peu sur le même type de configuration, mais il y a une grande différence. Et la différence, elle est dans la posture. Là, ce que vous trouvez finalement dans l'espace, c'est vous avez des postures classiques, donc table, chaise, des postures un peu plus mobiles avec la chaise et la tablette. Vous avez des postures hautes et après, vous avez des postures, ce que nous on appelle lounge. Ce qui permet en fait d'apporter à la classe ou aux élèves qui sont là. On parlait tout à l'heure de bouger, c'est comment on peut apporter déjà un petit peu de mouvement, comment on peut changer peut-être dans l'animation du cours et dans les temps de cours, la posture pour se bouger et régénérer et aller chercher de l'énergie et de la créativité. Et vous voyez, toujours dans cette même configuration, donc c'est pour vous montrer en fait sur une même configuration jusqu'où on peut aller. On est toujours sur la même configuration de sable, mais là, ce qui est intéressant finalement, c'est de voir qu'on peut aller dans l'ultra-mobilité, juste avec des chaises roulantes, et puis comme ça, on peut configurer à foison, comme on veut, en quelques secondes la salle, et du coup l'adapter aux besoins et aux travaux qu'on demande aux élèves. Mais ce qui est intéressant, et tout à l'heure on vous parlait d'apprentissage actif, on commence à être dans cette dynamique-là. Mais ce qui est intéressant, finalement, c'est cet élément-là, cette slide que nous, on appelle le Learning Lab, où vous voyez la configuration de la salle est sous forme d'un X. Et du coup, cette configuration de salle demande finalement un mode opératoire en termes du professeur d'animation de son cours, de l'animer de façon différente. Parce que là, ce qu'on voit, c'est qu'on a des groupes, un groupe ici, un groupe là, un groupe là, un groupe là, d'élèves, et chaque groupe a un écran face à sa table, qui peut être le même écran qui est celui-là de partager, ou qui peut être aussi un écran sur lequel le groupe partage un élément sur lequel il est en train de travailler. Dans cette configuration-là, le professeur se retrouve au milieu de l'espace. Donc en fait, il est à distance égale de l'ensemble de ses élèves. Et du coup, il va avoir une approche complètement différente aussi par rapport à comment il va aller approcher ses élèves. C'est-à-dire que quand il va être au cœur de sa classe, il va être plutôt dans l'information descendante. Et plus il va aller sur les groupes, et plus il va aller dans un rôle de facilitateur et de les aider à avancer dans leurs travaux. Et ce qu'on a vu, nous, c'est que finalement, ce nouveau format de classe, donc ce que je disais tout à l'heure, demandait aux professeurs de revoir leur mode de configuration de cours, parce que finalement, toute la partie un petit peu descendante d'information, etc., c'était peut-être plutôt quelque chose qu'ils allaient préparer en amont. Et là, ils allaient plutôt être en mode travail de groupe pour apprendre les uns des autres. Et là, ce qui est intéressant finalement, c'est que comme ils sont chacun en petits groupes, ils peuvent se questionner les uns les autres et aller chercher l'information déjà entre eux.
Et après, en partageant l'écran, aller chercher sur internet ou sur, d'autres outils et après aller chercher éventuellement le professeur et le professeur, il est là, il va essayer de faciliter et les aider en fait à prendre de l'autonomie, pardon et aller trouver la solution. Et après on a les, blended, learning. Donc là, en fait, c'est montrer que dans une seule salle, on peut aménager, plein de configurations, différentes. Bon après, faut avoir là, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Mais, voilà, c'est montrer qu'on peut aménager une salle aussi avec, comment? Différentes, positions et différentes postures, ce qui permet aussi, d'ajuster en fonction du besoin. Les grands principes qu'on retire un petit peu de ces éléments, c'est pour construire sa salle de classe idéale, eh ben, il faut avoir un accès équivalent au contenu, c'est-à-dire que quelle que soit ma position, dans la classe, je dois pouvoir avoir, accès au contenu facilement. Donc s'il est projeté, il doit être projeté peut-être sur différents murs, différents panneaux ou à proximité pour qu'on puisse le voir facilement. La géométrie de la classe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui donner une dimension un petit peu différente. Les surfaces verticales écritoires, donc c'est important d'avoir de l'outil numérique et de la technologie, mais c'est aussi important d'avoir de l'écriture qu'on va pouvoir amender, qu'on va pouvoir modifier, ajuster tout au long du cours. Que les transitions soient simples entre les élèves ou entre le professeur et l'élève ou entre élèves, entre chaque groupe d'élèves. La polyvalence et la modularité, c'est-à-dire qu'y apporter un maximum de postures dans l'espace, finalement, va générer différentes façons de faire. Tiens, je vais me mettre là plutôt pour faire cet exercice-là, ou voilà, j'ai plutôt bougé comme ci ou comme ça. Donc, on parlait de posture. Et bien sûr, il faut faire attention, c'est avoir accès à l'électricité, puisque la modularité, c'est pas toujours facile d'avoir l'électricité adaptée. Alors, donc on parlait des autres espaces. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. On a tout ce qui est les zones de transition, les accueils, couloirs et paliers. Parce que ce qu'on a vu tout à l'heure pour répondre à l'enquête qui avait été identifiée et les besoins qui avaient été remontés, c'était optimiser les mètres carrés. Et finalement, ces zones-là, c'est aussi des zones qu'on peut exploiter. Et comment est-ce qu'on peut les exploiter? Donc, par exemple, ici, vous avez un espace plutôt l'entrée, l'espace d'accueil. Bon, c'est assez chic. Et ce qui est intéressant finalement à regarder dans cet espace-là, c'est qu'on a une zone de travail ici, une zone de travail plutôt à 2, 4, voilà, où on va se mettre à 2 ou 4. Et après, on a des espaces plutôt à 2. Et vous voyez, tout est structuré et délimité dans l'espace, ce qui permet un peu de casser la profondeur et de redonner un petit peu de confidentialité à chacune des zones. Mais sachant qu'on peut venir travailler dans ces espaces-là. Mais par contre, on ne va pas y travailler de la même façon selon si on est complètement au fond ou si on est tout au bord ici au niveau de l'espace d'entrée. Et ce qui est intéressant aussi dans ces zones-là, c'est tous les espaces d'affichage et de communication qu'on peut y traiter. C'est-à-dire qu'on peut, en zone d'accueil, c'est comment on va travailler cet affichage-là, qu'est-ce qu'on veut communiquer. Donc, on peut effectivement communiquer pour dire quelle salle, quel cours, à quelle heure, quand et où. Mais on peut aussi communiquer sur des événements du moment. On peut aussi communiquer sur plein de choses. Et notamment, par exemple, pourquoi pas sur un partage de réseau social interne à l'école avec le dernier concours, je ne sais pas, du meilleur gâteau qui a été réalisé par les élèves. En fait, voilà. Mais du coup, ça donne tout de suite une image. Voilà, on arrive, on sait où est-ce qu'on entre, on a les informations du jour, on sait où est-ce qu'on va, on peut venir se poser parce qu'on ne veut pas rester longtemps, on veut juste échanger quelque chose avec un autre étudiant et puis on repart ou alors avec un professeur. On n'est pas forcément obligé d'aller jusqu'au bout. On peut déjà se poser là et travailler là. Ensuite, on a ces espaces de couloirs, des fois, qu'on peut aménager avec, on peut imaginer des cloisons modulables. Donc, effectivement, il faut penser à tout ce qui est réglementation, sécurité incendie, etc. Je ne passe pas outre de tout ça. Mais on peut imaginer, vous voyez, des petits cloisonnements comme ça a été fait sur ce projet-là.
où on va imaginer des petits espaces où on peut travailler à 2, donc soit avec un écran de projection, soit sans, soit en mode plutôt, lounge comme ici, pour avancer, sur ces travaux. Pareil, on a l'idée du couloir, voilà, ici, qui peut être aménagé, vous voyez, avec des espaces, des petites alcôves, ou des espaces à 2 avec un grand canapé qui est intégré dans la cloison et où on peut venir s'asseoir et échanger. Ensuite, on a tout ce qui est espace créatif, les espaces de collaboration et tout ce qui est salle projet. Et là, l'enquête, elle disait, avez-vous ce type d'espace? En quoi il serait utile pour les étudiants, pour les équipes pédagogiques? Est-ce que ce sont des salles de classe reconfigurées ou est-ce que c'est un espace dédié? Donc ça, c'est important aussi à définir dans son cahier des charges finalement, parce que ça va être du coup, on va lui donner une histoire à l'espace, parce que si on veut que ça soit une salle de classe reconfigurée qui soit aussi salle de créativité, ou qu'elle soit les deux, il faut ajuster en fait tout ce qu'on va y mettre et comment on imagine l'animer. Et bien là, ce qui est ressorti, c'était donc toujours le manque d'espace. Par contre, le stockage du matériel est revenu, la reconfigurabilité et aussi encore l'optimisation des mètres carrés. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont assez redondantes par rapport aux éléments qu'on a vus tout à l'heure. Et à quoi peuvent ressembler ces espaces de créativité? Donc par exemple, vous en avez là. Donc en général, dans les espaces de créativité, donc on a forcément de l'affichage pour écrire, hein, ça c'est une des bases. On a des outils numériques pour annoter, pour projeter, si on a besoin des images de qualité, etc. Et on a des bancs, vous voyez, tous ces types d'assises, des assises hautes, parce que quand on va être en créativité, c'est vrai qu'on est plus créatif quand on est debout et quand on a ce sentiment en fait de mouvement. Par exemple, moi, je suis sur une chaise haute, je vais être beaucoup plus active en étant assise comme ça que sur une chaise basse. Et l'avantage surtout, alors quand on n'est pas aussi grand que moi, mais en tout cas, c'est que si je me mets debout à la table, je suis à même niveau que toutes les autres qui sont assises. Et donc, il n'y a pas de frustration qui sont amenées dans le groupe avec quelqu'un qui est debout en face d'une petite table où on ne se sent pas forcément très à l'aise parce qu'on communique avec des gens qui sont assis et il y a beaucoup de distance qui se crée. Alors que là, on est vraiment à même niveau. Ensuite, j'ai voulu mettre cette diapositive parce qu'elle fait appel à la tendance des makers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit que on a besoin de retrouver finalement des activités à fabrication artisanale ou des groupes qui partagent des ressources et qui s'encouragent mutuellement dans leur créativité. Et souvent, on les retrouve un petit peu dans ces groupements-là. Et là, ce qu'on voit en fait finalement dans cette salle, c'est qu'on retrouve toujours nos espaces d'affichage, mais en fait, on a ces grosses tables-là, on va pouvoir fabriquer. Des fois, on va pouvoir y mettre des machines, on va pouvoir avancer, etc. Et ce qui est important, c'est de pouvoir reconfigurer finalement cette salle et qu'elle puisse répondre à différents besoins, que je sois tout seul, que je sois à deux ou que je sois à plusieurs dans le même espace. Donc là, c'est important parce qu'on répond vraiment à l'idée de reconfigurabilité et d'optimisation de mètres carrés. À un moment donné, on ne peut pas forcément faire une salle de classe comme ça, une salle de classe comme ci, une salle de créativité, une salle maker, une salle vidéo. Donc, c'est de trouver en fait le bon équilibre pour optimiser les mètres carrés. Et après, ce que je trouvais intéressant, c'était cette image, parce que finalement, on voit qu'on a un grand espace et que finalement, si on a un groupe de travail, il y a un groupe qui peut travailler là, il y en a un groupe sur ces cloisons qui peut échanger et travailler en module de 2, 4 ou 5. On peut imaginer un groupe de 2, puis peut-être quelqu'un qui fait plus de la rédaction sur un projet ou sur le thème qui leur est demandé de travailler dans l'après-midi, qui va pouvoir peut-être un peu plus s'isoler. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est d'apporter cette ultra flexibilité, comme je disais tout à l'heure, avec des éléments qui vont permettre de reconfigurer. Mais à un moment donné, ce qui est important quand on reconfigure l'espace, c'est qu'on y retrouve aussi son intimité et que l'espace soit à dimension de la taille du groupe. Donc là, voilà, je vous ai remis un petit exemple, comme on pourrait imaginer une salle projet, comment on peut l'imaginer avec différentes configurations, mais finalement, on a un espace complètement ouvert et on peut changer la configuration en fonction d'eux. Et ça, je viens
Dans ces éléments d'espace de créativité et cetera, c'est important aussi, quand on parle visuel, quand on parle d'entendre et de bouger, l'élément de bouger, heu, il peut être hyper pertinent, dans le cadre d'un cours ou d'une formation, à un moment donné, de demander aux élèves de restructurer l'espace en fonction de ce qu'ils vont réaliser. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut que ça soit, hyper flexible, parce qu'il ne faut pas que ça dure, 3/4 d'heure. Il faut que ça dure, 2-3 minutes, pour qu'ils puissent, revoir leur espace, parce que ça va apporter un certain mouvement et on sait très bien que quand on va générer du mouvement, beh, on va être beaucoup plus, on va être plus générateur d'idées, on va aller plus chercher dans ses pensées et cetera et finalement, ça va apporter un certain dynamisme, une certaine créativité, qui va être pertinente. Voilà, ça peut être des éléments, qu'on peut imaginer. Heu, Ensuite, il y a un autre espace donc qu'on a abordé tout à l'heure, quand on a vu notre plan, c'est tout ce qui est bibliothèque et learning, center et moi, ce que j'aime bien dire de ces espaces, c'est, finalement, le chute n'est plus d'actualité. Si la salle de classe est le cœur de l'enseignement, la bibliothèque serait son âme. Je trouve que c'est joli. Heu Finalement, ce qu'on voit là dans les schémas que j'ai représentés du dessous, c'est l'évolution finalement de cette bibliothèque. C'est qu'elle avait un fort impact informatique, au XXe siècle, mais aujourd'hui, on va y chercher finalement ce côté social. C'est-à-dire que, moi, quand on vient me voir pour, l'aménager, une médiathèque ou, une bibliothèque sur un campus et cetera, ben, on est plus à redimensionner finalement et à se dire: «Qu'est-ce qu'on laisse en livres?» Mais on va redimensionner complètement, cette fonction-là, du livre, enfin la quantité je veux dire et la qualité du choix du livre et par contre, comment on va régénérer en fait dans ces espaces-là quelque chose de différenciant où les jeunes vont pouvoir se retrouver, vont pouvoir échanger et vont pouvoir travailler en fait sur les travaux qu'on leur donne à côté à réaliser ou, sur les révisions qu'ils ont à faire. Et finalement, ce qu'on va chercher, c'est qu'ils vont essayer de travailler. Il faut qu'on puisse retrouver ces éléments. Je travaille tout seul, je travaille en groupe. Et ce qui va être très, très, très important de voir, mais ça, je suis sûre que si vous avez commencé ces démarches-là, vous en avez bien pris conscience, c'est que la personne qui était dans la bibliothèque, bah, finalement, elle, son métier, il change. Et du coup, eh ben, il faut bien l'accompagner parce qu'elle va avoir un nouveau rôle. Et nous, on l'a vu se mettre en place, puisqu'on a travaillé beaucoup avec les réseaux Canopé, où on a mis en place les chartes d'aménagement dans tous les ateliers en France. Bah, c'était de voir finalement comment on positionne cette personne dans l'espace, quel va être son rôle demain et qu'est-ce qu'on lui donne dans les mains. Et notamment, si je prends un exemple d'une médiathèque, on me dit: «Ben voilà Julie, on voudrait que demain, nos médiateurs dans la médiathèque soient à côté, des, hem, des visiteurs et qu'ils soient là pour échanger avec eux et qu'ils soient là pour leur apporter de la ressource». Ben, il ne faut pas les mettre derrière un bureau tout seul avec une chaise. Enfin, il y a un moment donné, si on veut apporter de la mobilité, il faut peut-être apporter des éléments debout pour qu'ils puissent bouger, qu'ils soient proches. Et puis, ben, il ne faut pas non plus leur mettre un PC avec une tour qui fait 10 kilos. Il faut les outils numériques qui vont aller avec pour qu'ils puissent aller voir ces personnes-là. Donc, ça redimensionne complètement finalement l'espace et aussi ce qu'on va y mettre en place, et notamment la partie d'accueil. C'est-à-dire, quelle est l'utilité de créer une banque d'accueil dans une médiathèque, si c'est juste pour y recevoir des allers-retours de livres, et dire bonjour, ben, peut-être que, c'est plus le rôle de cet accueil-là, ou il n'est plus comme ça en tout cas. Et comment lui donner une nouvelle dynamique et qu'est-ce qu'on veut atteindre derrière? C'est surtout ça qui est important. Là, je vous parlais d'un exemple, mais après vous avez peut-être d'autres besoins et c'est justement de savoir comprendre ces besoins-là. Où est-ce que je veux aller pour que l'espace soit en adéquation? Donc je ferme ma parenthèse. Donc là, par exemple, ce qu'on peut imaginer dans ces espaces-là, c'est des espaces de tutorat individuel. Donc ça peut être, du tutorat d'un professeur avec un élève qui a des questions, qui a une problématique et cetera, comment lui répondre. Il peut aller s'isoler, dans ses petites alcôves ou alors ça peut être aussi du tutorat dans des écoles, il y a des mentors, qui accompagnent les nouveaux élèves. Bah, c'est aussi, comment, je peux t'aider et comment on peut avancer. Et puis après, c'est des petits groupes de travail, qui veulent avancer, à une vitesse, voilà, différenciante, qui peut être voilà, on laisse après tout dépend des modes d'emploi qu'on donne à l'espace. Ça peut être dire: «Là, la table avec les sièges roses, c'est l'espace calme. Par contre, si vous voulez papoter, travailler sur un projet, vous vous mettez, dans les espaces d'à côté». Enfin, ça dépend, comment vous voulez équilibrer en fait,
votre sonorité puis l'acoustique de l'ensemble. Mais ça, c'est des modes d'emploi, je dirais. Ensuite, on peut imaginer ces petites alcôves pour travailler de façon individuelle et pouvoir se concentrer, sur, l'élément on est venu chercher. Donc même chose, des alcôves de concentration. Ce qui nous a été demandé aussi, c'est d'avoir des espaces de réalité virtuelle parce que ça peut être demandé de plus en plus dans ces espaces-là, qui puissent, mettre en place, les outils ou les besoins, par rapport à la réalité virtuelle et comment on le met en place dans l'espace. Ou alors des espaces, des salles informatiques ou d'apprentissage par le jeu. Donc là, si vous avez imaginé des parcours, avec des challenges et cetera, avec des jeux, on peut imaginer que dans cette salle, à cet endroit-là, ils sont un groupe, ils avancent sur une partie du jeu. À cet endroit-là, ils sont individuels, ils avancent sur une autre partie du jeu. Là, on fait le point sur nos avancements et cetera. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses ou alors ce sont des jeux dissociés et cetera. Mais voilà, ça peut être, des salles qui peuvent être dédiées aussi, dans ces espaces-là. Là, je vous ai mis juste ce petit visuel. C'était juste par rapport à la fonctionnalité qui pouvait être intéressante. C'est de dire, voilà, là, on est plutôt en mode tout seul. Là, on est plutôt en mode binôme ou là. Et puis là, on est plutôt en mode voilà, régénération. J'ai besoin de calme, je lis, etc., etc. Ensuite, on a tout ce qui est espace de socialisation. Alors, on est d'accord que la bibliothèque joue son rôle, mais après, il y a aussi tous les espaces cafétéria et restauration. Et là, on peut aussi, donc ça va répondre au côté socialisation, mais ça va surtout répondre aussi à nos besoins qu'on a identifiés tout à l'heure sur la partie optimisation des mètres carrés. Comment je peux optimiser ces espaces-là pour faire en sorte qu'ils soient utilisés pour autre chose que pour la pause déjeuner, par exemple. Bon, ben voilà, vous avez un espace, par exemple, café, déjeuner qui peut être imaginé dans cet espace-là. En soi, ça reste assez classique, mis à part, les petites alcôves qui sont là. Mais on peut imaginer que dans cet espace-là, si on y mettait des livres, on se retrouve presque, comme dans une bibliothèque. Hem, voilà, donc là, vous avez des espaces de 2, de 6, et cetera. Ce qui est intéressant, finalement, dans cet espace, c'est qu'il a été traité comme un espace, c'est un espace cafétéria, mais il a été traité, comment dire? Avec un peu de cocon, avec des plantes, un côté un petit peu chaleureux et cetera. Ce qui va lui donner aussi, si on va aller travailler là-bas hors des temps, de pause ou autre, ben, c'est d'y trouver aussi quelque chose qui va nous attirer. Hein, quand on dit que l'espace est résilient, c'est aussi, pourquoi je vais aller m'asseoir ici plus que là? Ça veut dire que l'espace m'attire ici, il y a quelque chose qui m'attire. Qu'est-ce qui va m'attirer? Bah, c'est peut-être les matières, les couleurs, les choses comme ça. Donc il faut travailler en fait, toute cette partie, de aussi la côté, sensibilisation des matières, la biophilie et cetera. Voilà, c'est des éléments qu'on peut mettre en place, le côté biophilique. C'est des matières un peu naturelles. L'ambiance, la chaleur, le type d'éclairage qu'on va y mettre, le type de sol et cetera, ça va beaucoup jouer et le sol va avoir une incidence, très, très, très importante sur l'acoustique de la pièce. Et ça, c'est super important parce que quand on vient travailler dans un espace, si on a une acoustique et une résonance qui n'est pas acceptable ou très désagréable, bah, du coup, on va avoir du mal, à se concentrer et ça va pas donner envie. Donc voilà d'autres types d'espaces qui est plus un espace de restauration, celui-ci. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que voilà, on a des petites chaises sur roulettes, les petites tables, sont facilement modulables, donc on peut facilement reconfigurer l'espace pour faire autre chose. Moi, j'ai déjà vu des professeurs faire, des séminaires ou des cours dans une salle comme ça, hein. Alors, cet espace-là, je vous l'ai montré, il est petit, mais ce que j'aime bien, c'est l'articulation qu'il a. Alors, l'articulation qu'il a, en fait, finalement, au cœur, que vous voyez, là, dans ces espaces cafétéria et espaces de restauration, le cœur, c'est quoi? C'est ce qu'on va venir y chercher. On va venir y chercher à manger et à boire, d'accord? C'est ce qui va amener les personnes à aller dans cet espace-là. Et après, en fait, il va y avoir différentes strates. Et donc, il va y avoir une première strate où on va venir, potentiellement, bah, manger, ce qu'on a acheté, d'accord? On peut, voilà. Et après, il peut y avoir une strate où on va venir, y manger un sandwich très rapidement et puis du coup, on va aussi travailler, on va avoir son PC à côté de soi.
Donc, on a une strate un petit peu plus, voilà, dimensionnée un peu plus large. Mais on va venir ici y rencontrer du monde. C'est-à-dire que sur la grande table, là, on va pouvoir y manger à plusieurs ou à deux. Donc, on a cette strate où, en fait, on vient chercher aussi le monde et on vient chercher de l'information. Et en fait, si on regarde un petit peu plus loin sur les côtés, on commence à s'isoler un petit peu. Et finalement, là, on va chercher la strate. J'ai besoin de m'isoler avec une personne pour échanger sur une problématique, sur un sujet qu'on a évoqué, etc. Donc, ça fait une deuxième enveloppe et une deuxième couche. Et si on s'écarte de plus en plus, on peut aller sur des espaces presque de régénération. Donc, en fait, on a encore ce qui est bruyant, ce qui va générer du monde et de l'échange et du partage, et on voit machin, et on voit, voilà, on peut discuter. Et plus on va s'éloigner, et plus on va avoir quelque chose de plus en plus calme. Et après, au-delà de ça, on va aller sur les espaces de formation, les salles de classe, etc., etc. Et ce qui est super important, et ça on le reverra tout à l'heure à la fin, c'est finalement, donc il y a l'étudiant ou le stagiaire ou autre qui va se positionner dans ces espaces, qu'est-ce qu'il va venir chercher et à quel moment. Mais il y a aussi le professeur, comment il va se positionner dans ces espaces et qu'est-ce qu'il va aller chercher dans ces espaces-là. Par exemple, ben moi je suis professeur, j'ai un temps de créneau, tiens, je vais aller me mettre là, comme ça, je vais être à disponibilité de mes élèves, s'ils ont des questions, etc. Je sais qu'ils font des travaux en ce moment, au moins je suis là, ils me voient, je suis à disposition, ils peuvent venir me solliciter. Et si besoin, eh bien, on peut aller dans les espaces 2-2 pour aller échanger sur une problématique, etc. Mais au moins, je suis visuellement accessible. Et ce qu'on peut imaginer aussi dans cet espace-là, ce qu'on ne voit pas là d'ailleurs, mais c'est tout ce qui est affichage, ce qu'on discutait tout à l'heure au niveau de l'entrée, c'est-à-dire aussi tout ce qui va être élément de motivation sur qu'est-ce qui se passe dans l'école, qu'est-ce qui se passe dans son lieu de formation, est-ce qu'il y a des concours du moment, est-ce que je suis connectée avec un autre lieu de formation plus loin, et c'est quoi les actualités du lieu de formation et qu'est-ce qu'on échange sur quoi, etc. Donc ça peut donner vraiment une dynamique aussi d'information autre que celle de l'apprentissage. Donc voilà, là c'était pour pousser, vous pouvez imaginer cet espace que je vous ai présenté juste avant, mais on peut imaginer plus loin, voilà, ce que ça peut créer avec un peu plus d'alcôve, un peu plus d'éléments, un peu plus de calme entre guillemets, et puis on s'approche un petit peu du bord du calme de nos espaces de régénération. Je vous ai mis aussi des salles de professeurs. Alors en soi, c'était juste pour vous montrer aussi ce qui peut être intéressant dans ce type de salle quand on a décidé de s'isoler pour retrouver ses pairs, c'est que moi, ce que je trouve intéressant dans cette configuration-là, c'est que finalement, moi, je peux être là à travailler avec une autre personne pour avancer sur mon cours, pour avancer sur ce que j'ai vu l'autre jour et je voudrais partager avec toi. Et moi, Julie, j'arrive, je suis prof de je sais pas quoi, j'arrive, je viens m'installer là parce que je suis venue chercher du monde aussi, parce que si je veux être toute seule, je peux le faire chez moi ou je peux le faire dans un autre espace, fermé, par exemple. Mais je suis venue chercher un petit peu de monde, donc je viens m'installer là, je viens travailler. J'ai pas forcément besoin d'une très forte concentration, mais au moins je peux écouter ce qui se passe à côté. Et puis à un moment donné, tiens, vous travaillez sur ça, ah tu vois, je peux interagir et je peux discuter avec mes pairs sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc euh, c'est cette interactivité-là, comment dire, qui n'est pas directe, on va dire indirecte, qui peut être intéressante à traiter aussi dans cette typologie d'espace. Mais ça peut être très bien traité aussi dans un espace pour des étudiants, comme on a vu tout à l'heure au niveau des bibliothèques. Voilà, c'était là ce que je voulais mettre en avant, c'était les petits isolats aussi, parce que j'ai à un moment donné, je dois avancer, j'ai pas le temps de terminer sur un élément de cours où je dois corriger, où je dois faire un truc, mais j'ai besoin d'un très fort moment de concentration. Donc là, j'ai besoin de m'isoler pour avancer très vite. Et puis aussi, c'est pouvoir changer de posture. Voilà, j'étais assise sur une chaise pendant 1 heure, là, j'ai envie de m'asseoir autrement pour me poser aussi. Et voilà. Et du coup, de retrouver ce petit cocon un petit peu canapé va donner ce sentiment de repos. Là, ce que je trouve intéressant, c'était la structure en fait, des différentes positions. Vous voyez, c'est structuré avec le mobilier qui est au milieu, la petite salle, un autre élément dans une autre petite salle avec des positions différentes. Voilà. Donc pour terminer, les actions clés que je peux vous donner de mon retour d'expérience, finalement, ce sont faciliter le dialogue avec les enseignants. Et donc ça se génère aussi dans l'espace. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a la salle de classe, mais après il y a tous les autres espaces. Comment moi, en tant
enseignant dans la salle de classe, quelle posture je peux avoir en fonction du travail qui est à réaliser et du type d'information ou pas que j'ai à donner à mes étudiants. Et aussi dans les autres espaces, comment je peux être disponible et visible. Favoriser la flexibilité, bon, bah, je pense que là, vous l'avez compris avec les exemples que je vous ai donnés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si une salle doit répondre à plusieurs besoins, ben, il faut lui apporter un maximum de flexibilité pour pouvoir l'agencer, la remodeler, etc., en fonction du besoin. Et plus on la remodulera, plus ça générera de la créativité, plus on va engendrer en fait le mouvement. Montrer son travail par l'affichage. Donc là, on l'a vu beaucoup dans les salles de créativité, mais aussi dans les espaces d'information, etc. Ça peut être des éléments, d'afficher ce que j'ai compris, etc., etc. De mettre en valeur les travaux des élèves, mais aussi par l'affichage. C'est aussi les outils de communication, comme on a pu le voir, au niveau des espaces d'accueil et au niveau des espaces de restauration. Encourager la mobilité, donc voilà, je ne peux pas dire plus que ce que j'ai dit, et optimiser les espaces intérieurs et extérieurs. Et c'est ce sur quoi je voulais conclure, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on nous demande de plus en plus, c'est d'habiter pour des questions d'optimisation de mètres carrés. Et puis, par rapport à la crise qu'on a pu vivre, de plus en plus, on nous demande d'aménager les espaces extérieurs. Et donc, il faut y penser de l'électrification aussi de ces espaces extérieurs. Et en fait, ce qui est intéressant dans ces espaces extérieurs, c'est qu'on va générer en fait de la curiosité, puisque dans l'espace extérieur, ben, ça bouge. Et du coup, le fait de bouger, eh ben, ça va susciter une attention. Et on va relever en fait l'attention des élèves ou des étudiants ou des stagiaires, comme vous voulez, par rapport à ce qui se passe autour. Et voilà, ça peut être plus naturel de rentrer dans une dynamique d'attention dans cette typologie d'espace.